Bonjour à toutes et à tous, je vais dire à toutes, mais monsieur dans la salle, bonjour à toutes et à tous, bonjour également aux auditeurs, auditrices qui nous suivent par Zoom, dans le cadre donc de ce séminaire des gestes de la révolte, la deuxième année du séminaire, qui porte sur la question des sublimations et des contraintes anti-sublimatoires. Nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui, alors pour intervenir, mais avec leur groupe de travail, Mona River et Marion Borenstein, qui travaillent dans le service, donc je lis les informations que vous m'avez transmises dans le service donc de l'hôpital de jour parents-bébés Prélude de l'hôpital mère-enfant de l'Est parisien, donc à Paris, dans le dixième arrondissement. Onzième. Ah, j'ai eu une information qui était fausse. Pardon, Non. Ouais, pas loin. onzième arrondissement. Voilà. Alors, mon arriveur, c'est vous. Oui, Vous êtes c'est mon ça. arriveur, bienvenue. Ça marche? Ok. Mon arriveur, vous êtes psychomotricienne, donc vous exercez en psychiatrie périnatale. Et votre pratique clinique s'appuie sur l'approche, alors que je ne connais pas spécialement, mais d'André Bullinger. Boulanger, c'est ça. Bullinger, c'est ça, on n'est pas en Alsace, donc on dit Bullinger, c'est pas Bullinger, mais voilà, on C'est un peu francise. le collègue de périnatalité. Voilà, André Bullinger, très bien. Donc, et vous vous formez actuellement à la psychothérapie institutionnelle. Marion Bernstein, vous êtes psychologue clinicienne et alors superviseuse et vous êtes chargée d'enseignement également, et je trouvais, à l'école des psychologues praticiens. C'est Mm. ça, toujours juste, d'accord. Et donc vous co-dirigez, ou vous êtes co-rédactrice en chef de la revue Soins, Pédiatrie et Puériculture. Ouais, extra. Voilà, Ouais. c'est ça. Donc l'axe initial de notre travail, c'est ce que vous m'indiquez, Mm. c'était autour de la question du traumatisme psychique, et aujourd'hui vous travaillez plutôt sur une pratique qui s'oriente vers la psychiatrie périnatale, hein, ce qui est l'objet de votre présentation d'aujourd'hui. Et vous avez co-dirigé un ouvrage, 11 films pour comprendre la psychologie périnatale, ça, aux éditions Une Presse, qui est publié assez récemment, je crois, Mm. donc, dans lequel donc, vous interrogez les apports de certains films, ce que certains films nous apprennent sur les enjeux de la périnatalité, et notamment pour votre contribution, les résonances des violences sexuelles de l'enfance sur la maternité. Alors, si nous avons invité, c'est parce que vous avez écrit également un article, un Mm. texte qui va être publié, donc qui sera disponible sous peu, si j'ai bien compris, sur le site de la chaire de philosophie à l'hôpital. Alors, le titre de cet article, qu'est-ce qu'il est? Il est. Périnatalité? Oui, il a été remodifié, je crois, mais le contre-transfert dans la clinique périnatale en hôpital de jour parents-bébé du risque de violence au matériel de soins. Très bien, À donc peu près. à peu près, oui, oui, bien sûr. Donc il sera mis en ligne, il sera d'abord publié et ensuite mis en Mm. ligne sur le site de la chaire de philosophie. Alors, maintenant, pour faire une transition avec l'intitulé, le thème du séminaire de l'année, c'est vrai que nous nous interrogeons cette année avec Margot Méran, qui s'excuse de ne pas pouvoir être présente ici à nos côtés, mais qui est présente, qui nous écoute et qui interviendra ensuite par Zoom. Mais donc nous nous interrogeons cette année en particulier sur alors, acquis de la sublimation, en quoi est-ce que les dispositifs qui permettent la sublimation au travail autorisent à ce que l'énergie pulsionnelle, en fait, s'exprime d'une façon qui porte un effort partagé et qui permette un travail vivant, pour prendre une expression qui était popularisée par les travaux de Christophe Dejour. Donc, et au contraire, également, quelles sont les limites, les points de butée, alors, de la sublimation elle-même, puisqu'on s'attache beaucoup à montrer aussi que la sublimation n'est pas une panacée. Ça, c'est quelque chose qui est l'objet aussi de réflexion cette année, que ce n'est pas un mot-clé qui permette d'avoir réponse à tout, qu'il y a des limites à la sublimation qui rendent ce mécanisme psychique, cette utilisation de l'énergie pulsionnelle, pas forcément toujours, en fait, vitale, au sens porteuse de vitalité,
mais qu'il y a aussi des limites externes, qu'il y a des mécanismes anti-sublimatoires, des contraintes, en particulier dans le monde du travail, qui peuvent empêcher que s'exprime une quelconque vitalité dans le travail, alors que ce soit à travers des normes, des contraintes techniques, matérielles. Et le mois dernier, nous parlions notamment des euh, contraintes numériques, de tout ce que l'usage des outils informatiques peut avoir d'anti-sublimatoire, au sens d'empêcher toute métaphore et tout travail de la métaphore. Donc avec Yann Diner qui nous avait parlé de ces problématiques de l'empêchement de la métaphore, voilà, notamment par l'usage d'outils numériques, dans le cadre également de l'intelligence artificielle et de ses usages. Mais bon, aujourd'hui, il s'agit davantage d'interroger la question du transfert et des contre-transferts, donc ce qui circule entre les soignants et les personnes accueillies en périnatalité, donc les mères et leurs enfants, quels sont les écueils, qu'est-ce qui peut bloquer et où est-ce que dans le travail d'équipe, vous, avec vos observations, avec votre expérience précieuse, vous avez pu remarquer que le travail collectif pouvait atteindre certaines difficultés, vous pouvez, disons, se heurter à certaines difficultés. Bon, j'ai assez parlé, vous aurez peut-être une ou deux questions en fin de votre présentation, mais je vais lancer, vous nous avez transmis un document partagé, donc je vais lancer le partage, c'est ce document-là. Ah, Eh ben, déjà, merci de nous avoir invités dans ce séminaire. On se faisait la réflexion avec Mona qui présente avec moi, mais aussi avec les autres collègues, et notamment Virginie Kovalik, notre collègue éducatrice de jeunes enfants, qui était à l'origine de cette réflexion, bah, avec d'autres collègues il y a 3 ans. On se réjouissait à plusieurs titres de cette présentation. Parce que ça s'appuie sur une réflexion, en tout cas des questions qu'on a commencé à avoir il y a 3 ans en équipe. Réflexion qui n'est jamais finie, je crois, qu'on aura tout au long, on espère, puisqu'on voit que elle est nécessaire et que, bon, avec le quotidien, c'est pas toujours simple, donc ça nous a permis de remettre à l'ouvrage, remettre en pensée ces sujets, de les penser autrement parce que, bah, 3 ans plus tard, hein, et de les penser autrement grâce à l'axe du séminaire qui nous a permis aussi d'envisager l'objet des réflexions sous 2 nouveaux angles d'ailleurs et sous de nouveaux paradigmes. À l'origine, en effet, comme le titre l'indique, on avait réfléchi au contre-transfert dans la clinique périnatale en hôpital de jour parent-bébé et sous l'angle comment on pouvait l'utiliser pour passer du risque de violence, comment ça pouvait constituer en effet un risque dans la clinique, selon comment c'était pris ou pas en compte, comment c'était pensé, et pour le transformer en matériel de soins, donc au service des soins. Et bah, ce soir, on va essayer de reboucler et d'aller un peu plus loin sans se départir de cette première intention pour essayer de penser aussi bah, en quoi cette démarche, cette réflexion, elle est au service d'une forme de révolte, comme vous avez intitulé le séminaire. Donc, comme je le disais, on est 2 derrière le bureau, mais on est un peu plus nombreuses dans notre tête et dans la salle d'ailleurs, puisque certaines collègues ont pu être présentes. Donc, c'est une réflexion qui est collective. Donc, on espère rendre justice à cette réflexion et traduire au mieux, mais les collègues compléteront dans les échanges si besoin, si on a dit des bêtises. Voilà, travail en hôpital de jour parent-bébé. Pour ceux qui ne sont pas familiers, il est centré sur la mise en place des liens précoces avec un accueil singulier du parent et du bébé qui constitue la dyade. La souffrance des parents, des bébés et le trouble du lien familial entraînent d'inévitables mouvements psychiques et corporels, notamment, pardon, ça marche pas, du côté du difficile. Voilà, ce qui expose au risque de violence dans les soins, à notre sens, s'il demeure impensé. Et donc, au départ, on ne sait pas, je dis, tiens, il faut penser les choses. On est parti de manière un peu inductive. C'est la pratique qui s'est imposée à nous. Et on est parti de nos éprouvés dans le quotidien, qu'on pouvait partager, et qui sont venus nous interroger sur cette question contre-transférentielle. Plus précisément, puisque bah, on a notre Zoom dans la clinique périnatale,
Et plus précisément, on s'est posé la question, en effet, comment ça peut constituer un risque dans les soins et comment, eh bien, essayer d'en faire quelque chose. Donc aujourd'hui, on va essayer de proposer cette réflexion clinique et institutionnelle à partir de nos vécus, de notre processus de réflexion qui doit être sans cesse remis à l'ouvrage. Concernant plus précisément le destin du contre-transfert négatif, alors on n'élude pas que il n'y a pas que le contre-transfert négatif, mais c'est là-dessus on a été titillé en équipe au départ, donc on zoome sur le sujet. On développera pas le transfert non plus. Implicitement, on le reconnaît puisqu'on parle du contre-transfert, mais ça ouvrait encore plus et on va se centrer là-dessus aujourd'hui. Et en essayant de montrer comment l'élaboration des éprouvés contre-transférentiels au sein d'une équipe peut transformer des manifestations de violence, entre guillemets, non pas forcément de passage à l'acte, mais dans ce qui peut nous traverser personnellement, ce qui peut nous faire violence, mais aussi ce qui peut se jouer dans des soins du côté du risque ou d'un lâchage, en appui pour la pensée et pour l'ajustement thérapeutique. Cette contribution, elle s'inscrit également dans l'axe du séminaire, en participant à interroger les conditions permettant de préserver une fonction de symbolisation et de créativité du soin, comme vous le soulignez tout à l'heure. Au cœur même des tensions pulsionnelles, des contraintes institutionnelles et des évolutions de la place du soin et de la psychiatrie plus globalement auxquelles on n'échappe pas, même si on est dans notre petit service. Donc nous aborderons aujourd'hui successivement tout d'abord une présentation de notre structure de travail et de nos soins pour vous permettre d'entendre d'où on parle et d'où on réfléchit. Ensuite, les vécus difficiles qui ont émergé dans la clinique et les réflexions soulevées par ces éprouvés. Bon, en amont, on doit vous avouer quand même que, au-delà du fait de prendre la parole en public, c'est un sujet qui est pas si évident à mettre en partage. Un petit peu l'impression de se mettre à nu d'une certaine façon, puisque de la même manière que nos patients, nos patientes adultes, qui sont parents, qui peuvent dire quand ils nous disent dans le cadre d'un entretien ou dans le couloir que trouver que ce bébé, il est un petit peu difficile, il est un peu fatigant, il est un peu pénible, ils en ont un peu marre. Puis ils disent, je peux pas dire ça quand même de mon bébé. Et ben, on s'est dit, bah, comment on peut dire ça de nos patients? Dire que parfois c'est difficile, ce qui veut pas dire qu'on n'est pas dans le soin, justement, je crois au contraire, mais c'est prendre le risque un petit peu de la parole et de dire, bah, c'est pas tout le temps simple. Il nous traverse des choses pas facile et d'autant plus voilà que c'est filmé, on s'est dit mince, c'est vrai qu'on s'est posé cette question en disant bah eux aussi peuvent nous entendre, donc on espère que si c'est le cas ils entendront bien que c'est aussi du côté du soin qu'on le pense, qu'on le parle et qu'au contraire si on le faisait pas ce serait les lâcher et puis que comme eux eh bien plein de choses nous traversent du côté de l'ambivalence. Voilà. Voilà, et puisque notre réflexion, elle s'origine dans notre quotidien de travail concret, on souhaite d'abord vous situer un peu le cadre dans lequel justement nous travaillons et dans lequel émergent ces réflexions et vous présenter notre structure et notre travail. Donc l'hôpital de jour où nous travaillons s'appelle Prélude. C'est un hôpital de jour parent-bébé qui fait partie de l'hôpital mère-enfant de l'Est parisien, qui est lui-même fait partie de la Fondation Œuvre de la Croix-Saint-Simon. C'est une structure qui a ouvert en 2015 et qui a pour vocation de prévenir, de prendre en charge les difficultés parentales et les pathologies de la relation précoce au bébé. Les indications d'hospitalisation s'appuient sur la possibilité d'un travail sur le lien parent-enfant et sur la nécessité de prévenir ou de repérer des troubles précoces chez les bébés, chez les enfants que nous accueillons. Les patientes adultes que nous accompagnons, elles présentent souvent des troubles psychopathologiques ou psychiatriques, de l'ordre de la dépression, mais aussi des troubles de la personnalité, parfois du côté du trauma ou des troubles anxieux. Et souvent, elles sont aussi prises dans des contextes sociaux précaires ou dans des contextes migratoires. Les patients bébés que nous rencontrons peuvent présenter de premiers troubles du côté du retrait relationnel, de l'évitement, des troubles fonctionnels aussi comme des reflux, de l'eczéma ou des troubles du sommeil, de la séparation, de l'oralité. La sollicitation précoce de notre équipe par nos partenaires nous permet d'intervenir au plus tôt, le plus souvent lorsque le bébé a moins de 6 mois. Et c'est vraiment cette précocité des soins et la possibilité d'une intervention intensive sur la première année de vie qui sont des atouts majeurs qui nous permettent d'être actifs dans un temps qu'aujourd'hui la psychologie reconnaît comme fondateur primordial de la relation parent-enfant et aussi d'intervenir avant que se structurent des difficultés relationnelles chez le bébé. Donc le service accueille des DIAD,
sur une temporalité de la naissance à la marche du bébé. Donc, on entend que ça peut être variable. Globalement, ça peut aller jusqu'à 16-17 mois. Voilà, je fais cette tête parce que c'est pas toujours si clair. Et puis on les met pas à la porte dès qu'ils commencent à marcher. Il y a tout le travail de relais et on les accueille par demi-journée. Et il y a 2 demi-journées dans une journée, comme vous pouvez l'entendre. Donc chaque demi-journée, nous accueillons jusqu'à 8 diades. Et celles du matin restent pour des repas thérapeutiques. Elles viennent 1 à 4 fois par semaine. Dans ce dispositif de prise en charge, il y a systématiquement des soins, on va dire, structurés, dans le sens des entretiens individuels ou des ateliers thérapeutiques avec des objectifs, et des temps dits informels, les temps de repas thérapeutiques, le jeu au tapis, l'accompagnement des soins, la pause café, qui sont envisagés comme des temps de soins à part entière, dans une perspective de holding winnicottien ou de fonction phorique selon De Lyon. Les soins s'adressent à l'adulte, au bébé et à la relation, et sont pensés de façon individualisée dans un projet de soins revu régulièrement en équipe pour chaque diade. L'équipe est pluridisciplinaire. Elle est composée de 2 éducatrices de jeunes enfants, je ne vais pas vous faire tous les chiffres, mais d'éducatrices de jeunes enfants, d'une infirmière puéricultrice, d'une auxiliaire de puériculture, de 2 psychiatres, de psychomotriciennes, d'une psychologue et d'une secrétaire médicale. Actuellement, cette année, d'une stagiaire psychologue aussi, c'est important de le nommer, et d'intervention externe par une socio-esthéticienne et une artiste plasticienne. Ce cadre et cette organisation des soins entraînent certaines spécificités cliniques qui ne sont pas sans effet sur les vécus. Entre autres, ça entraîne des soins qui sont intensifs, à la fois pour le patient, mais aussi pour les professionnels, puisqu'elles viennent, les diades, plusieurs fois par semaine, pendant plusieurs heures, et ce, durant plusieurs mois, voire 1 an ou plus. Également, sans se référer directement à la psychiatrie institutionnelle, celle-ci occupe une grande place, via notamment l'informel, l'interstitiel dans les soins, ce qui mobilise beaucoup les patients et les professionnels, où il y a des soins de tous les instants et qui interrogent forcément les postures. Cette organisation vient aussi créer des interruptions constantes dans les tâches et les pensées, ce qui nécessite une adaptation à l'externe, et notamment au bébé, à ses rythmes, à ses besoins. Également, nous sommes confrontés à une clinique de la périnatalité qui implique une clinique de l'archaïque qui est éminemment présente. Et nous sommes confrontés, comme beaucoup de services, à une activité que j'ai nommée danse, DENS, mais on pourrait penser aussi à la danse que ça implique. Mais c'est un terme qui revient assez souvent dans le sens à la fois parce qu'il y a ces interruptions, parce qu'il y a cette intensité, cet aspect intensif des soins, et aussi en termes de nombre de diades que nous accueillons, puisque nous avons jusqu'à 8 diades par demi-journée, et vu le nombre, et nous sommes maximum 8 professionnels présentes à ce moment-là. Donc il y a en plus de la charge psychique, que nous n'aurons cesse, je pense, d'insister durant notre présentation, il y a une charge quantitative et les deux se rencontrent. Alors, comment a émergé notre réflexion sur les risques de violence dans cette clinique périnatale? Ces 3 dernières années, dans nos espaces de travail en équipe, que ce soit les échanges informels, les réunions d'équipe, les transmissions, les supervisions, sont revenus de manière récurrente des éléments qui étaient partagés entre les différentes professionnels, qui nous ont interpellés parce qu'ils suscitaient pour nous quelque chose de contrariant. Et je veux tout de suite préciser, avant de lister un petit peu la nature de ces éléments, que bien qu'ils soient assez récurrents pour nous interpeller, ils restent une émergence ponctuelle et ils ne représentent pas la majeure partie de notre travail. Donc ces émotions et ces éprouvés contrariants, nous avons essayé de les lister et ils recouvrent différentes thématiques et tonalités affectives, émotionnelles. Il y a d'abord quelque chose qui peut être du côté d'une intolérance face aux difficultés de certaines mères, alors même que la vocation de notre service, c'est justement d'accueillir et d'accompagner ces difficultés parentales. Nous pouvons être traversés par une forme d'irritation, d'intolérance face aux difficultés de certaines, et en particulier quand elles résistent à nos bons soins ou à nos bons conseils pour les professionnels qui sont plus du côté éducatif. Nous pouvons alors parfois être traversés par l'impression qu'elles le font exprès. Ou alors, face à certaines interactions qui sont particulièrement désajustées, désaccordées, nous pouvons être gagnés par la frustration de ne pas pouvoir intervenir pour faire à la place du parent. À cette frustration peut se joindre un sentiment d'impuissance parfois,
avec une impression que le suivi n'avance pas assez vite. Et c'est en particulier le cas quand nous percevons une forme d'urgence pour l'enfant et pour son développement. Ces vécus contrariés peuvent prendre la forme de l'agacement, d'une irritabilité éprouvée à l'encontre de certaines mères, mais aussi parfois de certains bébés. Nous pouvons par exemple être gagnés par un sentiment d'inconfort face à un bébé qui renvoie une impression d'étrangeté, que l'on ne trouve pas attirant ou même disharmonieux. Parfois, nous ressentons de l'agacement face à certains bébés qui s'expriment uniquement, ou en tout cas en grande majorité, avec une tonalité plaintive, ou face à certains bébés particulièrement vigilants. Et alors même que nous sommes convaincus que toutes les femmes que nous accompagnons ont des ressources maternelles singulières, et que l'accompagnement de leurs compétences est un axe de travail central pour nous, nous pouvons être surprises parfois d'être traversées par une forme de fatalisme, de manque de confiance dans leur capacité, de nous entendre penser ah, elle va pas y arriver lorsqu'une patiente essaye par exemple d'endormir son bébé. Et parfois, face à la dynamique de certaines interactions parents-bébés où nous percevons une forme d'agressivité parentale ou lorsque ces interactions sont désaccordées, nous pouvons être traversés par des fantasmes désespérés ou des images de violence de ce que peut vivre le bébé dans son foyer, à la maison. Parfois, les vécus contrariés sont aussi de l'ordre du déplaisir ou de l'ennui qu'on peut ressentir dans certains temps de soins. Et enfin, nous étions plusieurs à repérer que ces vécus d'agacement, de frustration, d'impuissance se manifestent à nous par des éprouvés toniques et corporels, des sensations de tension dans les mains, dans les épaules, la respiration qui se coupe, tous ces petits signes qui se manifestent à nous dans certaines interactions avec nos patients. Et en même temps que nous identifions ces vécus un peu contrariants, nous identifions aussi, nous nous rendions compte dans nos échanges qu'il y avait aussi des mouvements qui nous interpellaient dans le soin à certaines dyades, des mouvements d'équipe ou individuels qui pouvaient être potentiellement contrariants pour le soin. Par exemple, l'oubli de certaines dyades sur des temps de réunion clinique, alors que normalement toutes les dyades sont évoquées régulièrement en équipe pour faire le point et réévaluer la pertinence d'un projet de soin. Le fait parfois de devoir mettre fin de manière anticipée à un temps de prise en charge, parce que le soignant éprouve des choses trop négatives. Par exemple, une collègue pouvait dire qu'elle avait écourté un temps d'accompagnement au sommeil parce qu'elle était trop agacée, trop tendue, et qu'elle sentait que l'accompagnement n'était plus bénéfique. Un autre mouvement que nous repérons comme potentiellement contrariant pour le soin, c'est le fait de chercher à mettre fin aux pleurs d'un bébé, qui peut nous traverser parfois. Il peut nous arriver alors de bercer, d'entourer, de regrouper un bébé, non plus pour le contenir et l'accompagner dans l'expression des pleurs, mais pour le faire taire. Les mêmes gestes sont alors habités d'une intentionnalité différente, réalisés peut-être avec une tension plus importante. On pourrait dire que le dialogue tonique entre le soignant et le bébé est alors moins ajusté. Ce que nous avons pu repérer aussi, ce sont parfois des fins de prise en charge plus abruptes, qui nous ont semblé plus abruptes, en particulier lorsque ça n'avance pas. Entre guillemets, nous pouvons ressentir que le soin n'avance pas, avec peut-être une dimension de passage à l'acte de l'équipe soignante. Bien que le cadre administratif soit alors respecté et qu'on puisse justifier la fin d'hospitalisation, parfois il nous a semblé que c'était plus le vécu d'impuissance de l'équipe que l'intérêt clinique qui pouvait prévaloir. Un autre mouvement que nous repérons, c'est l'apparition parfois de clivages entre collègues au sujet d'une dyade. Certains professionnels se positionnant plutôt du côté du bébé et d'autres du côté de la mère. Alors qu'habituellement nous sommes plutôt dans un portage collectif, avec certes des désaccords mais qui restent conflictualisables, dans ces cas de clivage, on n'arrive plus à se comprendre et à dialoguer autour d'une dyade avec des points de vue différents qui se complètent et qui se nuancent. Nous repérons aussi qu'il nous arrive de maintenir le cadre avec une forme d'intransigeance, parfois sans motivation clinique, avec des attentes qui pourraient être incompatibles avec les vulnérabilités du patient. Et parfois, nous pouvons aussi éprouver une disponibilité moins importante dans les temps informels, pour le parent ou pour le bébé. Comme le disait Marion, la prise en charge à l'hôpital de jour se fait dans les espaces formels, mais aussi lors des temps informels dans la cuisine, dans la salle d'éveil. Et quand nous éprouvons des choses difficiles à l'égard du parent ou du bébé, ça peut parfois nous conduire à moins nous installer auprès d'eux pendant ces temps qui sont moins cadrés. Et enfin, nous pouvons repérer parfois des mouvements, une tendance à être plus interventionniste, à passer à l'acte en agissant à la place du parent, quand ce qu'il fait
peut être vécu par nous comme trop difficile à observer. Et à prendre le relais auprès du bébé au lieu d'accompagner le parent dans les soins, ce qui est plutôt notre vocation première. Alors, quel lien entre ces vécus difficiles et ces mouvements qui peuvent venir contrarier les soins? Pendant un temps de supervision en équipe, nous avons identifié des corrélations entre ces vécus difficiles que je listais au départ et les mouvements qui peuvent venir contrarier, perturber les soins. Lorsque nous avons commencé à penser ces mouvements, il nous est apparu important de reconnaître leur aspect singulier, l'aspect singulier de chaque vécu, de chaque soignant, et en même temps sans tomber dans une vision uniquement individualisante qui attribuerait ces vécus difficiles à la fatigue, à une forme de faiblesse de certains professionnels ou à un manque d'expérience, qui évacuerait la dimension plus collective et plus organisationnelle. Aussi, il nous a tout de suite paru important de ni condamner ces mouvements, ni les minimiser. La possibilité de formuler en équipe ses pensées, ses états et ses éprouvés nous semble déjà fondamentale et ça initie déjà une mise au travail sur soi-même. Le fait qu'on puisse partager ses éprouvés, que le partage soit possible entre les soignants, ouvre déjà la possibilité d'une réflexion institutionnelle. Et le fait que ce partage soit possible témoigne d'une confiance que nous éprouvons les unes envers les autres et d'une coopération possible au sens de Christophe Dejour. Cela signifie qu'il est possible de parler des difficultés face au réel du travail, d'en parler avec ses collègues. Mais il nous semble que l'expression de ces vécus difficiles et de ces dysfonctionnements, même si elle est soulageante, elle est insuffisante pour qu'on puisse au final utiliser ces éprouvés comme matériaux de soins, pour amorcer une réflexion clinique plus pérenne, qui vise à apporter du soin au lien parent-bébé. Et en équipe, nous avons fait l'hypothèse que les mouvements relevés précédemment, les sentiments d'impuissance, de vide, d'ennui, de fatigue, d'échec, ne constituent pas en eux-mêmes un risque pour les soins. Nous pensons que le risque pour les soins réside plutôt dans la manière dont nous arrivons à les repérer, à les penser, à les élaborer, à les transformer individuellement, mais aussi et peut-être surtout ensemble, collectivement. Le risque de violence pour les soins se situerait davantage dans le déni ou la banalisation de nos éprouvés difficiles, plutôt que dans leur existence. Il y aurait un risque si nous n'arrivons pas à en parler, à les tricoter, à en faire quelque chose, à les penser, à ce que notre patient héberge notre propre agressivité non repérée, non assumée. Et à l'inverse, leur repérage et leur mise au travail pourraient peut-être éviter les risques de violence, mais aussi améliorer les soins. Et donc, finalement, on s'est dit, bon, on pense tout ça, mais qu'en fait-on de ces éprouvés et de quoi ils parleraient également? On a un petit peu donné une piste dans le titre, mais à l'origine, on n'avait pas de titre quand on a commencé à réfléchir. Donc, nous avons pu partager ces agacements, les tensions corporelles, la fatigue, les sentiments d'impuissance, et comme le disait Mona, ça peut être soulageant, certes, mais est-ce que c'était suffisant? Le premier parti pris de l'équipe, ça a été de se dire non, ça n'est pas suffisant. Ce serait une vision trop court-termiste, pas assez aidant à long terme, ni pour les patients, ni pour les professionnels. Mais alors, finalement, de quoi parlions-nous et que faire de tout cela? Le deuxième parti pris a été, en effet, de poser l'hypothèse que tout ce qui est vécu a un rapport avec notre travail, avec le réel du travail, et plus précisément avec la relation soignant-soigné. Donc, que ce serait à analyser plus avant, à penser, et où j'arrive même plus à me relire. Voilà, à penser et non pas dans une posture où chacun aurait à s'en débrouiller individuellement. Le terme qui est venu traverser l'équipe à ce moment-là est en effet celui de contre-transfert, et plus particulièrement le contre-transfert négatif, puisque c'est sur ce versant que sont venues se cristalliser nos difficultés. Mais entre psychologues, psychomotriciennes, éducatrices de jeunes enfants, infirmières, psychiatres, derrière ce grand terme, parlions-nous de la même chose? Et qu'est-ce que chacune d'entre nous entendait derrière ces mots? Il nous a paru nécessaire de confronter ce que chacune entendait derrière ce concept, que nous avions employé comme une évidence, mais était-ce si évident? Nous avons donc décidé de poursuivre et de dédier des temps de supervision collective à la question: qu'est-ce que c'est pour vous le contre-transfert dans votre clinique? Quelles étaient nos définitions subjectives avant de se référer aux définitions des auteurs qui nous ont précédés? Il est ressorti des sensibilités, des postures différentes, mais également du commun. Ainsi, voici ce qui a pu être dit par les unes et les autres. Certaines collègues qui ne sont plus là dorénavant, mais qui ont pu le formuler, d'autres qui sont arrivées entre-temps, qui pouvaient dire: le contre-transfert, pour moi, c'est toutes les émotions qui me traversent.
Les positifs qui peuvent favoriser le lien, le rapprochement. Et le contre-transfert négatif, c'est les émotions négatives qui viennent entraver le lien, m'éloigner, entraver mon positionnement soignant. Ou encore, pour moi, c'est l'ensemble des émotions, des sensations corporelles et des images qui me traversent dans la rencontre. Et quand je perçois que certaines diags ne me mettent pas en mouvement de la même façon, en écho avec ma propre histoire aussi. Une autre collègue disait, je le ressens physiquement, moi. Il y a une dimension physique au niveau des enveloppes. Ou encore, quand je suis traversée par des tensions, des émotions, des sensations corporelles, des pensées, des affects, que j'en suis saisie et que je n'en suis pas libérée dans l'immédiateté. Quand ce recrutement reste suffisamment en moi au point de pouvoir modifier ma façon d'interagir à l'autre. Est-ce que tout ça, ça relève du contre-transfert au sens théorique du terme? À notre sens, oui, si on suit la perspective contemporaine plus large que la définition freudienne, qui restreignait aux réactions névrotiques du psychanalyste, et nous rejoignons l'idée développée par Winnicott que cette notion est au cœur de toute relation de soins. Nous avons donc choisi de la retenir et de rejoindre les définitions proposées par Georges Devreux, qui la considère comme la somme des réactions conscientes et inconscientes que tout thérapeute et ou chercheur en sciences humaines va avoir à l'égard de son patient et ou de son objet de recherche. Dans la continuité de Segal, également, on a entendu dans ce que les professionnels pouvaient le dire, on le considère comme la réponse émotionnelle globale du clinicien dans ses aspects conscients et inconscients. Réponse émotionnelle certes psychique, mais également, et même éminemment, accompagnée d'un éprouvé corporel, particulièrement souligné par les membres de l'équipe. C'est pourquoi, avec Annie Anzieux, nous envisageons le corps pleinement intégré dans le contre-transfert. Retenir cette notion et ces définitions nous permettent de mieux définir de quoi nous parlons et d'avoir un langage commun, partagé entre nous, et nous offre un paradigme conceptuel collectif et partagé, c'est-à-dire un paradigme où l'on pense que malgré ou avec, justement, c'est pas malgré, c'est plutôt une richesse, nos postures différentes et des professions différentes, il y a un point de vue partagé, celui d'une approche des soins, fondée sur la reconnaissance de relations singulières entre des sujets, les patients, qu'ils soient adultes et bébés, et les soignants, qui sont tous dotés d'un psychisme et d'un inconscient, et que ces relations soignants-soignés mobilisent des aspects conscients et inconscients pour l'ensemble des parties, et qu'elles sont habitées par des éléments qui nous échappent inexorablement. Si pendant longtemps le contre-transfert a été considéré comme un problème dans la pratique, une interférence du thérapeute selon Freud, la perspective contemporaine envisage autrement le statut du contre-transfert, plus seulement un risque ou une perturbation, mais une partie intégrante du matériel clinique. Et nous rejoignons cette idée car, en effet, d'avoir développé cette pensée, cela nous donne les moyens, ou du moins une partie des moyens, de reconnaître objectivement, entre guillemets, pour reprendre la façon dont le formule Winnicott, notre contre-transfert, et donc de moins l'agir. Sébastien Smyrou, citant ainsi Winnicott, dit « Si l'analyste ne se donne pas les moyens de reconnaître objectivement ou professionnellement la haine que génèrent en lui les attaques incessantes de ses patients, il ne peut tout bonnement pas leur venir en aide. » C'est également une aide pour limiter le risque de lâchage et de violence dans les accompagnements, car cela nous permet de confirmer et d'éprouver la confiance partagée dans le collectif du travail, comme le soulignait Mona, condition sine qua non pour prendre le risque de s'exposer en évoquant nos difficultés dans le réel du travail, entre autres ce contre-transfert. S'il est tu par crainte du jugement, alors il ne peut pas se transformer au service du soin via la discussion et la création de règles collectives de métier, qui s'opposeraient ainsi aux stratégies défensives individuelles qui permettent de lutter contre la souffrance éprouvée. Le soin est ainsi envisagé dans une perspective institutionnelle, où chaque professionnel accompagne depuis la spécificité de sa fonction, mais s'inscrivant dans un maillage qui offre un holding institutionnel ou un cordon sanitaire constitué par les appareils psychiques des soignants, qui peuvent dans les bons cas former un collectif, pour citer Jean-Henri Selon de Lyon. Enfin, cela nous a aussi aidé à dépasser l'aspect un peu technique, prêt à l'emploi ou truc et astuce de ce concept pour essayer d'en constituer un véritable objet clinique. Si l'on veut qu'il soit un outil de soin, on doit savoir pourquoi on travaille avec et pourquoi on veut travailler avec. C'est une conception commune dans la diversité où chaque professionnel reste à sa place dans la spécificité de sa fonction, mais avec un partage commun. Donc, dans la démarche qui s'était initiée, à ce stade, nous avions repéré des mouvements en nous, essayé de définir
Ce qui peut sembler tout ça pas forcément novateur, plutôt même du bon sens, pourrait-on penser. Mais pour autant, c'est pas tant une évidence, surtout dans le quotidien. Je crois que tout professionnel de toute institution voit combien le quotidien prend souvent le pas parfois sur la pensée qui peut être nécessaire, le recul. Et on l'a souligné, vu l'aspect intensif et la densité de notre travail, ça pouvait prendre parfois le pas. Et, et pour les organisations du travail, c'est pas forcément si évident non plus, puisque cela nécessite des espaces pour le penser. Il suffit pas de se dire on veut le penser pour avoir le temps, l'espace-temps, l'énergie de le penser, et il y a une dimension organisationnelle. Maintenir un repérage et une définition, c'était déjà, et c'est déjà, puisque c'est encore à l'œuvre, un mouvement de révolte, de sublimation peut-être, face à des ressentis qui pourraient, à l'inverse, être sclérosants, si c'était pas pris en compte. Et ces deux premiers mouvements nous ont permis d'envisager une troisième étape, c'est-à-dire celle d'élaborer ces contre-transferts en lien avec notre clinique en périnatalité, en unité de soins conjoints. C'est très précis, mais on a apporté cette précision puisqu'on ne peut parler que de là où on est et de là où on l'envisage. C'est-à-dire donc de transformer en matériel clinique via l'élaboration. Ainsi, s'est ouvert dans la continuité une nouvelle réflexion. Repère-t-on des spécificités du contre-transfert en périnatalité et notamment dans notre unité de soins conjoints. Une des premières spécificités du contre-transfert que nous avons repérées et qui pose difficulté au quotidien est liée à la multiplicité potentielle des contre-transferts dans notre clinique. D'une part, nous sommes confrontés au contre-transfert vis-à-vis du bébé. Nous le repérions plutôt ressenti davantage à travers les éprouvés, les sensations, les affects. Également, le contre-transfert vis-à-vis du parent, qui peut aussi nous éclairer quant à la nature de leurs fantasmes et des scénarios réactualisés. Et enfin, le contre-transfert en regard de l'interaction, qui émerge lorsque nous sommes témoins des échanges au sein de la dyade. Ne pas l'analyser comporte le risque de disqualifier le parent, d'instrumentaliser le bébé, de sortir de la fonction soignante. D'ailleurs, certaines d'entre nous repèrent que les vécus associés à du contre-transfert négatif seraient plus saillants face aux difficultés d'ajustement de la dyade et plus rarement face à l'adulte seul. Je tiens à souligner que ces contre-transferts, ils ne sont pas en parallèle au sens un peu géométrique du terme, où parallèle, ils ne se croiseraient jamais. Et on aurait à s'en débrouiller l'un en parallèle de l'autre, ce qui serait peut-être plus simple, mais moins riche. Mais au contraire, on les éprouve en même temps. Ils se rencontrent, ils se croisent, ils s'entrelacent, et il faut pouvoir aussi les distinguer et faire la part de ces différents contre-transferts. Cette multiplicité des contre-transferts et leur complexité, puisqu'ils sont nombreux et riches, dans ces mouvements, impose d'être d'autant plus vigilant à la confusion éventuelle des places et des rôles. Ça nécessite d'être au clair individuellement et en équipe sur la place et la posture professionnelle de chacune. On ne peut pas être auprès du bébé et du parent et de la relation, tout ça dans le même temps. Et ça nous impose aussi des temps d'élaboration individuels et collectifs et des temps d'élaboration qui soient multiples. Les réunions d'équipe, les supervisions, les échanges dans le poste de soins autour d'un café, les, les échanges de couloirs si l'on veut, qui sont des conditions indispensables pour que justement ça ne puisse devenir un matériel de soins. Pour illustrer cette multiplicité des contre-transferts et l'importance des places, on aimerait citer un petit exemple, une petite vignette d'une co-consultation que nous avons eue, d'une patiente qui pouvait susciter une forme d'agacement chez les unes et les autres, ce qui avait été repéré, travaillé, pensé. Et en co-consultation avec ma collègue, moi je repère qu'à l'inverse, quand je la rencontre, je suis assez touchée par cette patiente, ce qui me semble étonnant dans un premier moment, en me disant ce que j'avais pu entendre qui traversait par rapport aux autres. Et à l'inverse, je suis peu touchée par ce bébé que je trouve finalement assez peu appétant et auprès de qui ma collègue est plus présente. Elle est plus dans le portage de ce bébé, ce que nous avions défini en amont dans cette co-consultation pour se répartir un petit peu les places. Et lors d'une des dernières séances que nous avions eues, un moment à une séance, me vient un moment une proposition d'échange avec ce petit garçon et qui conduit à un beau moment relationnel tous les deux où on se regarde intensément, on est pris dans un plaisir réciproque, où je pourrais dire après qu'il boit les sons que je propose et à la suite duquel ce beau moment, assez riche tous les deux, revient dans la boucle de l'interaction d'une manière qui est perçue par moi et après coup quand on en échange avec ma collègue de façon assez attaquante, assez passif-agressif envers moi. Et à la suite de la séance, je me rends compte que je suis
traversée à ce moment-là par pas mal d'agacement vis-à-vis de cette mère qui me touche d'un coup beaucoup moins. Et que ça devient difficile pour moi de me laisser affecter, toucher, voire d'avoir cette tendresse qui pouvait être présente. Le travail en supervision qui a pu se mettre en place derrière a pu mettre en avant que finalement, peut-être, si j'investis ce petit qui était assez lâché relationnellement à ce moment-là par sa maman, je parviens plus à investir et à être touchée par elle en même temps. Et aussi que ce moment, il semble avoir suscité un mouvement d'envie du côté de la mère envers moi. Et qu'à ce moment-là, si elle a l'envie, elle ne peut pas s'appuyer sur ma proposition de jeu avec son fils, elle ne peut pas la reprendre, puisque je ne suis pas restée suffisamment sobre ou suffisamment dans le refusement envers son fils. Et surtout, on perd que bien que nous avions défini avec ma collègue nos places, il y a eu à ce moment-là de ma part un glissement, que je me suis laissée prendre, attirer par ce petit bébé, peut-être avoir besoin aussi qu'il me touche d'une certaine manière. Ce qui nous a permis à la séance suivante, une fois qu'on a pu penser ça, de reprendre des places, de reprendre un autre mouvement et de repérer justement comment cette mère a pu se remettre dans un autre mouvement de travail, être moins attaquante, du moins vis-à-vis de moi, et que quelque chose dans la relation puisse reprendre. Donc on voit bien qu'il peut y avoir un risque de violence au sens du lâchage d'une certaine façon, si à ce moment-là le contre-transfert il est pas pensé. Non pas parce qu'il existait, au contraire, hein. Il était intéressant à repérer les mouvements que ça donne sur la mère, cette question de l'envie, de ce qu'elle n'aurait pas avec ce bébé, ce qu'elle ne parvient pas à ressentir, comment pour le moment, pour trouver un objet sur lequel prendre appui, ben, cet objet il peut pas être du côté du bébé, c'était beaucoup d'éléments cliniques. Donc, ce qui était important, c'est bien ce qu'on peut en faire et non pas de se dire, eh bien, c'est pas très noble de ressentir ça, donc il faudrait que je le mette de côté. La deuxième difficulté que nous repérons concernant ce contre-transfert spécifique en périnatalité, c'est la fréquence des aspects contre-transférentiels négatifs. Si le contre-transfert négatif n'est pas propre à la périnatalité, cette clinique et notre organisation des soins nous semblent susceptibles de nous convoquer, peut-être un peu plus fréquemment, du côté de la haine dans le contre-transfert tel qu'en a parlé Winnicott, et de nous mettre en difficulté dans sa possible élaboration, là où d'autres mouvements contre-transférentiels pourraient être, en tout cas en apparence, plus facilement pensables. Et en clin d'œil à Winnicott qui dresse une liste des 17 raisons pour lesquelles une mère et son petit enfant, nous avons essayé de comprendre la valence spécifiquement négative de nos mouvements et en envisagement, entre guillemets, 7 raisons pour lesquelles un soignant en HDJ pourrait haïr ses patients. Première raison, la tension particulièrement intense en quantité et en qualité des soins en hôpital de jour. Donc, comme disait Marion, les professionnels qui exercent en périnatalité sont confrontés à une multiplicité de contre-transferts envers la mère, le bébé, le père, la dyade, les interactions. Et à l'hôpital de jour, cette exposition contre-transférentielle, elle est particulièrement intense par rapport à des consultations en libéral ou en CMP, par exemple, qui sont plus ponctuelles, puisque les dyades sont accueillis sur plusieurs demi-journées par semaine et durant plusieurs mois. Et ça peut créer une tension particulière en quantité et en qualité qui peut amener de la fatigue, voire parfois de l'épuisement, qui peuvent être projetés vers les patients. Deuxième raison, le fardeau affectif que nous fait porter la clinique dans cette période de soins dans laquelle nous accueillons les dyades. Période de soins, je le rappelle, qui va de la naissance à la marche, qui est une période psychique de régression intense, avec la réactualisation de conflits éminemment archaïques. Cela place les soignants, souvent, pour ne pas dire toujours, dans une position comparable à celle de la mère d'un nouveau-né pour la mère ou pour le père lui-même. Et d'une certaine manière, nous devons faire preuve de la patience, de la tolérance et de la constance d'une mère, entre guillemets, la fonction maternelle dévouée à son petit enfant et reconnaître les désirs de nos patients adultes comme des besoins. Et ce fardeau affectif, il peut devenir extrême quand dans le même temps, les désirs et les besoins du tout petit ne sont pas reconnus et pris en compte par le parent, qui n'est pas en mesure de les prendre en compte du fait de ses propres expériences précoces déficientes et carencées. Comme l'illustre petit extrait de prise en charge de Mona. C'est quelque chose que j'ai pu éprouver dans l'accompagnement d'une patiente dont le fils avait 4 mois et qui traversait un épisode dépressif assez marqué, que je suivais en individuel en psychomotricité, mais je suivais également la dyade, donc la mère et son bébé, dans le cadre d'un atelier thérapeutique.
Et pendant le suivi individuel de cette patiente, je sentais qu'elle avait un grand besoin de pouvoir justement aller vers une lenteur, pouvoir complètement pouvoir vivre ce mouvement un peu de régression. Et au contraire, je sentais que moi, j'avais envie d'aller la chercher du côté de quelque chose de très dynamique, de la mettre en route. Et je pense que c'était lié au fait que je l'accompagnais aussi dans le groupe d'éveil psychomoteur et que je voyais les besoins de son fils et la difficulté qu'elle avait à se mobiliser. Et j'avais beaucoup de mal à autoriser ça chez elle, le besoin qu'elle avait, elle, d'être portée, d'être soutenue et de pouvoir vivre ce moment d'enveloppement, presque de revivre certaines expériences plus archaïques, parce que j'avais très envie qu'elle puisse se tenir à nouveau debout, être dans un mouvement beaucoup plus dynamique pour pouvoir venir porter son fils. Et donc il y avait comme une rivalité en moi entre les besoins de portage de la mère et du bébé, et ça s'est résolu quand on a pu en parler en équipe et qu'une collègue psychomotricienne a proposé un suivi à la DIAD en fait. Donc moi j'ai pu me repositionner plus du côté de la mère et pouvoir être vraiment dans le portage et dans un accompagnement, un accueil de ses besoins à elle à ce moment-là. Et ma collègue a pu être plus dans le portage de l'interaction et du développement de ce bébé. Ce qui m'amène d'ailleurs à la troisième raison qu'on a pu identifier, qui est le glissement possible des rôles et des places. Euh, Comme nos patientes sont présentes à l'hôpital de jour sur des temps longs, à la fois sur des temps de soins formels et informels, c'est vrai qu'on peut être amené à glisser dans nos postures thérapeutiques et que c'est pas toujours facile de se positionner soit du côté de la mère, soit du côté du bébé, soit du côté de la diade. Par exemple, ça arrive souvent après lutte qu'un soignant soit amené à proposer des soins à la mère, un, un soin un suivi en psychothérapeutique, un suivi en psychomotricité, un suivi psychiatrique médical, et en même temps qu'on soit amené à accompagner la diade ou à la rencontrer dans des temps de repas thérapeutiques, dans un temps ou un temps d'atelier, comme dans la situation que je citais juste avant. Et on peut alors être convoqué à la fois du côté du portage maternel et en même temps du côté du bébé. Et c'est une position qui, d'expérience, nous semble difficilement tenable et soutenable. Elle peut nous mettre à un endroit de tension où on a l'impression de lâcher la mère en venant soutenir le bébé et inversement. En tout cas, dans la rencontre avec certaines diades. Et quand un même soignant prend en charge le holding de la mère et de la diade, il nous semble plus difficile de donner une vraie place à la fois aux parents, au bébé, mais aussi au bébé à l'intérieur du parent, c'est-à-dire aux traces psychocorporelles du bébé qu'il a été. Et quand ces transferts et ces contre-transferts ne peuvent pas être répartis entre nous, entre les différents soignants de l'équipe, nous repérons que nous sommes plus facilement débordés par la charge affective du côté du négatif. Pour autant, il ne s'agit pas d'aboutir à une organisation des soins clivée où chacun aurait sa place, un peu comme dans des couloirs parallèles, mais au contraire, une fois qu'on identifie cette nécessité de se répartir les places, c'est essentiel de penser des espaces qui permettent justement de rassembler nos expériences soignantes autour de la diade. Et c'est là que revient en tout cas ce constat d'une nécessité des espaces à la fois des temps de réunion clinique, des temps de supervision pour pouvoir vraiment être dans un holding, un portage d'équipe et fonctionner en termes de constellation transférentielle selon ce qu'en dit Pierre de Lion. Et à ce titre, la réunion d'équipe apparaît vraiment comme un levier thérapeutique pour faire de nos éprouvés des outils de soins. Elle permet justement de recevoir et de transformer nos vécus contre-transférentiels et les éléments en provenance des pathologies archaïques ou des éléments archaïques parce qu'on est en périnatalité, dans ce qu'on rencontre du bébé. Et comme le dit Pierre de Lion, à la sortie de telles réunions, les soignants portent en eux une représentation un peu différente du patient dont ils viennent de relater une facette, en l'articulant avec celle des autres. Et ce regard différent du soignant a des effets de contenance. Donc il nous semble à la fois essentiel de se répartir la prise en charge et en même temps de pouvoir avoir ces moments de fonctionnement, de rassemblement de nos expériences pour être vraiment dans une constellation soignante plus que dans des soins parallèles. On n'est pas pour la géométrie, quoi. Ouais. Quatrième raison, c'est lorsque la haine peut être entendue comme un contre-transfert qui relève du partage du traumatisme, comme le développe Christian Lachal, et qui repère que c'est toujours présent, en effet, ce partage du traumatisme avec les patients traumatisés, mais que c'est une réaction qui est encore plus marquée et complexe quand il s'agit de mères avec des bébés. Le clinicien va ainsi être affecté dans des émotions souvent intenses,
à la fois centré sur lui, par exemple l'impuissance, un sentiment de perte de contrôle, sentiment d'être en plusieurs parties psychiques, mais aussi dirigé vers le patient. Je me sens comme les sentiments de doute, d'indifférence, de honte et de culpabilité qui peuvent circuler du patient au soignant. Également, le partage du traumatisme dans des dimensions cognitives et représentationnelles, avec par exemple des blancs de pensée, quelque chose d'assez sidérant, qui ont à voir avec toute la dimension traumatique. Et à l'hôpital de jour, un certain nombre de diacres que nous recevons, nous constatons, parfois pas dès le début justement du suivi, que le parent a vécu un ou plusieurs événements traumatiques non transformés et non élaborés, dont nous avons parfois connaissance dès le début de la prise en charge, et parfois pas puisque le patient lui-même ne le repère pas nécessairement de ce côté-là, et que ce qui peut se vivre à ce moment-là dans le contre-transfert vient aussi constituer un indice clinique non seulement de ce qui peut être présent au niveau traumatique pour le patient, mais aussi de ce qui peut se transmettre et de ce qui peut être vécu par le bébé dans cette relation. 5e raison, ce serait le phénomène d'hébergement de la haine de la mère pour le bébé par le soignant. Winnicott décrit une haine qui serait normale et même nécessaire du parent pour le bébé. Mais cette haine-là, cette ambivalence, pour le dire plus sobrement, elle peut se révéler de l'ordre de l'insupportable et de l'impensable pour certaines mères, certains parents que nous accompagnons. En équipe, nous faisons l'hypothèse qu'une partie du contre-transfert négatif que nous pouvons éprouver dans la rencontre avec ces parents correspond à cette haine à l'égard de leur bébé, à cette ambivalence, à ces éprouvés difficiles qu'ils pourraient avoir envers leur bébé sans pouvoir les ressentir complètement, se l'avouer, se les formuler. Et que nous les hébergeons, nous les ressentons, ces éprouvés difficiles des parents, et nous les hébergeons. Et en périnatalité, ce contre-transfert du côté de la haine pourrait venir de quelque chose de non éprouvé, de non éprouvable du parent envers son enfant. Du côté des leviers thérapeutiques, nous faisons l'hypothèse qu'en identifiant ce phénomène d'hébergement, il peut justement devenir thérapeutique. En tolérant d'héberger cette haine sans s'en défendre, sans la projeter, sans la dénier et sans la renvoyer trop tôt vers le parent, il deviendrait possible de la rapatrier petit à petit, par petites touches, de manière plus élaborable, c'est-à-dire ces éprouvés difficiles, de pas tout de suite les renvoyer au visage du parent, mais de pouvoir déjà nous les penser et petit à petit, au fil du suivi, en renvoyer de manière assimilable quelque chose aux parents. D'une certaine manière, il faut que nous puissions tolérer qu'une mère puisse haïr son enfant, que nous puissions jouer notre fonction phorique et accueillir ce qu'elle vit, et non pas la convaincre que son bébé est génial, car c'est à cette condition que cette haine deviendra acceptable et intégrable, là où une haine déniée serait dangereuse. Au contraire, renvoyer trop tôt cette agressivité ou cette ambivalence aux parents constituerait une violence à son encontre, mais aussi à l'égard de son enfant, avec un risque de violence dans le réel du parent envers son enfant, par des passages à l'acte, verbaux ou physiques. D'une certaine manière, accepter de pouvoir nous-mêmes ressentir de l'agacement, entre guillemets, authentique pour le bébé peut être un vrai levier thérapeutique pour l'accompagnement des parents. Et ce rapatriement progressif de cette ambivalence, de cette haine, passe par différents procédés thérapeutiques. Chaque soignant a sa cuisine, a sa propre manière de bricoler avec ça. Mais par exemple, quelque chose que nous, on fait souvent à l'hôpital de jour, c'est de se servir d'un temps de soin qu'on a passé avec le bébé, qui nous fait éprouver quelque chose pour le bébé qui peut être du côté du difficile, pour pouvoir en nommer quelque chose aux parents pendant les transmissions. Par exemple, une collègue partageait un temps qui avait été difficile pour elle dans l'accompagnement d'un bébé, qui était très fatigué mais qui parvenait pas à lâcher et à s'endormir, et où elle avait pu ressentir de l'impuissance, voire un sentiment des fois d'incompétence. C'était un bébé qui s'arc-boutait très fort, alors qu'elle essayait de lui chanter des chansons, de le bercer, mais il n'y avait rien qui marchait. Et finalement, elle a d'abord pu partager ce que ça lui avait fait vivre en équipe, et ensuite s'en servir un petit peu avec la mère, pour pouvoir faire des hypothèses avec elle, pour pouvoir, en nommant elle-même ce qu'elle avait vécu, parfois d'une manière un petit peu théâtrale, exagérée, du côté de l'humour. Ça permet petit à petit, parfois, aux parents d'en entendre quelque chose, de se sentir moins honteux d'éprouver ça, et de pouvoir, parfois, petit à petit, s'en approprier quelque chose. Dans cet hébergement du phénomène, enfin, dans ce phénomène d'hébergement,
c'est un peu comme les pièces pile et face, on repérait une deuxième valence qui pouvait être aussi l'hypothèse que la haine éprouvée pourrait dire quelque chose de la haine, ou proto-haine pourrait-on dire, du bébé envers le parent, qui ne peut pas se développer tant que le parent lui-même ne peut pas haïr son bébé de façon adaptée. Donc, de la même façon que Mona le disait, pour rapatrier la haine dans la relation et la tolérer, il faut, pour rapatrier la haine dans la relation entre le parent et son bébé, il faut pouvoir tolérer en effet de ne rien y faire pendant un temps, ce qui ne veut pas dire de ne rien en faire. On distingue les deux. Et donc, il nous semble aussi comme procédé thérapeutique, notamment là dans la relation avec le bébé, le recours notamment aux livres et aux comptines est très utile. D'ailleurs, les berceuses traditionnelles contiennent beaucoup d'ambivalence. Et il est intéressant d'observer, moi j'observe ça ces derniers temps, que les berceuses, parfois, les livres, les comptines actuelles, plus contemporaines, sont moins chargées en agressivité. Il y a moins des histoires de comment on mange son bébé de loup, de bébé abandonné, et même de voir comment certaines mamans, ou ça pourrait être certains papas, transforment des paroles. Un groupe thérapeutique autour des chansons où, vous connaissez tous la chanson des crocodiles qui va en guerre. Je vous ferai gré de vous la chanter, mais où cette maman disait, mais non, on ne peut pas chanter qu'il va à la guerre, c'est violent la guerre. Et donc proposait de transformer les paroles, ce qui a été tout à fait accepté qu'elle transforme les paroles. Le groupe n'a pas changé les paroles pour autant, ce qui aurait été aller dans son sens de l'évitement et d'éluder complètement cette haine. Et aussi, ça me fait penser aux jeux où je mange ton pied, je mange tes mains, je mange ton petit ventre, tous ces jeux de dévoration qui sont possibles dans le plaisir et justement sans qu'ils soient angoissants pour le bébé ou la mère quand il y a du plaisir et quand cette thématique de dévoration, elle peut être suffisamment refoulée par le parent. Sinon, en effet, elle devient tellement présente que le bébé aussi risque d'en éprouver quelque chose et comment ça vient se jouer dans la relation. Le bébé peut l'éviter, peut ne pas prendre de plaisir dans ce jeu, puisqu'il ne s'agit plus tellement d'un jeu, quelque part, et que quand elle est supportée et supportable, la haine, et on peut le voir, ça peut être des indices d'évolution dans la relation, de choses qui bougent, alors, ou de l'extérieur, c'est pas si visible, mais quand ça commence à pouvoir être présent, quand il y a cette dimension orale qui peut être jouée, eh ben, on sent qu'on peut commencer à toucher quelque chose. Et dans l'attente, eh bien, il faut l'héberger, comme disait Mona. Et enfin, la fréquence de ces éléments contre-transférentiels du côté du négatif pourrait être liée à ce que cette clinique vient convoquer chez nous soignants, à savoir l'enfant qu'on a été, qu'on pense être, qu'on espère ou qu'on craint d'avoir été. C'est Bernard Gols qui évoque ainsi ce que l'adulte, dans ses interactions avec le bébé dont il s'occupe, peut ressentir. Et il dit que le soin auprès des bébés, des mères dans une période de régression, des interactions mère-bébé ou parent-bébé, vient nous convoquer dans ce qu'il y a de plus archaïque en nous, ce qui peut parfois se révéler éprouvant ou inconfortable. Mais pas seulement. Et heureusement, notre relation à nos patients n'est pas faite que de ces éléments négatifs ni dominée par eux. Et c'est bien parce que nous aimons nos patients que nous pouvons supporter par endroits et par moments de les haïr. Donc, mettre en marche ou remettre en marche les appareils à penser les pensées, pour citer Pierre de Lion, ne pas faire l'économie d'une telle réflexion, notamment à travers l'élaboration des mouvements transféro-contre-transférentiels, nous paraît donc au service des soins, sous peine de ne plus être en mesure de s'adapter aux souffrances psychiques de chaque patient et à l'inverse de standardiser les soins. Et en mettant notre appareil psychique de soignants à disposition de leurs souffrances, permet de dépasser la fonction phorique d'accueil, de contenance, nécessaire et utile, mais limitée pour occuper une fonction sémaphorique qui peut s'apparenter au contre-transfert et aux contre-attitudes produites par les soignants en relation avec les phénomènes transférentiels dont nous sommes sujets. Avant de conclure définitivement, enfin en tout cas pour aujourd'hui, puisque le sujet ne sera jamais conclu peut-être, même si on espère c'est apparu un peu en filigrane dans nos propos, on souhaite faire un petit pont de manière plus explicite avec l'axe de ce séminaire. Car si cette démarche d'équipe est au service du soin des patients en première intention, elle est également intrinsèquement au service du travail et du plaisir au travail, dans le geste de révolte qu'elle peut représenter à sa mesure, dans une perspective qui emprunte très modestement à la psychodynamique du travail, selon Deux Jours.
En psychodynamique du travail, la souffrance au travail n'est pas un épiphénomène, elle est consubstantielle à l'activité. En effet, la souffrance psychique n'est pas seulement la conséquence malheureuse de la rencontre avec les contraintes du travail. Car travailler, c'est faire l'expérience du réel, c'est-à-dire de la matière qui résiste, du patient qui ne va pas mieux, dans d'autres secteurs, du client récalcitrant, de l'outil ou du savoir-faire qui se dérobe. Autrement dit, travailler, c'est composer avec d'impondérables obstacles. En outre, du fait du décalage permanent entre les prévisions de l'organisation du travail et les caractéristiques du réel, les travailleurs sont forcés de procéder sans cesse à des ajustements. En outre, en psychodynamique du travail, la révolte n'est pas considérée nécessairement comme conflictuelle. Dans cette perspective, elle relève aussi, entre autres, de la défense du travail réel, de la lutte pour maintenir une subjectivité vivante et de la résistance à la désubjectivation. On espère, on croit, que la réflexion qu'on porte un petit peu, qu'on mène là-dessus, justement, va dans cette démarche, dans ces 3 éléments que je viens de citer, et que pour rester vivante, elle doit s'inscrire dans cette perspective. Ainsi, en effet, dans ce sens-là, le contre-transfert, justement, représente bien le lieu où le réel du travail affecte le soignant. Et il représente bien combien c'est le réel du travail, ce qu'on ne peut pas maîtriser, ce qui fait obstacle, ce qui vient nous mettre en friction, en tension, nous empêche parfois un petit peu de dormir, nous fait faire des rêves bizarres. Et dans le soin, le travail réel, il inclut ces affects violents. Il inclut l'ambivalence, la confrontation à la souffrance, la confrontation à la dépendance du patient. Et quand une équipe décide de reconnaître ces mouvements, elle reconnaît aussi que le travail transforme le sujet, nous en tant que sujet, et refuse la fiction d'un professionnel qui serait sans affect ou bien l'individualisation de ces affects. Ce qui est déjà une forme de lutte contre des organisations défensives individuelles, collectives ou organisationnelles. Le contre-transfert, c'est le lieu du travail aussi, le lieu du réel du travail aussi face à une activité dense, à une charge psychique qui est lourde et qui permet de continuer à nous laisser affecter malgré cette charge, au risque sinon de tomber dans des défenses individuelles, notamment l'une des défenses individuelles que pointe De Jour et qui pourrait, à mon sens, être assez présente dans notre activité est du côté de l'auto-accélération, où non seulement la charge est dense, mais on irait toujours plus loin à se charger presque nous-mêmes, comme répression de la pensée et de l'affectivité. Et l'auto-accélération s'appuie ainsi sur une forme d'anesthésie de la sensibilité et de l'affectivité qui deviennent trop souffrantes. C'est certes un compromis qui peut sembler efficace, mais qui contribue à la genèse des pathologies de surcharge. Enfin, non, pas enfin d'ailleurs. Donc ensuite, la psychodynamique montre que le travail peut produire des défenses individuelles et collectives pour rendre supportable la souffrance. Dans le soin, ces défenses peuvent être de la banalisation de la violence, la silenciation des affects, la technicisation excessive. Or, ces stratégies de défense, elles ne sont pas conscientes. Elles sont pas conscientes. Elles sont intentionnelles et volontaires, mais pas conscientes, notamment du côté de qu'est-ce qui fait que j'ai cette conduite. À l'inverse, les stratégies de résistance, de révolte reposent sur quelque chose, je sais ce qui me fait souffrir et je résiste de manière consciente. Et on espère que cette démarche à l'œuvre permet justement d'être plus dans ces stratégies de résistance que dans des stratégies de défense. Enfin, ça transforme une expérience subjective en objet collectif et ainsi ça participe à créer des règles professionnelles depuis ce collectif. Plus on écoute la subjectivité engagée, plus on ouvre ou on réouvre des voies de sublimation, car on ouvre ou on réouvre des voies de relance de l'inconscient et de la pensée. In fine, dans cette perspective, la décision d'une équipe soignante de reconnaître et d'élaborer collectivement ces contre-transferts peut être interprétée, on l'espère, comme un geste de révolte dans la mesure où elle s'oppose au déni des affects et à la désubjectivation du travail. Enfin, interroger le contre-transfert ne s'inscrit pas dans une logique rationnelle au sens du management du soin, mais à l'instar de la récente tribune de Bruno Falissard, peut-être que cela contribue à lutter contre la chosification et à la déshumanisation des soignants et des soignés. En conclusion, il est difficile, pour ne pas dire impossible, d'interroger ces notions sans interroger les conditions nécessaires pour l'élaborer et sans se référer à une dimension institutionnelle et organisationnelle. Si le partage d'un paradigme à l'échelle de l'équipe s'avère primordial, la question de l'approche du soin de la part de l'institution se révèle tout autant cruciale, car cela impacte directement la reconnaissance et la prise en compte des aspects contre-transférentiels pour les professionnels et la définition des espaces-temps
nécessaires pour la délibération collective, permettant de traiter ensemble ce réel du travail, c'est-à-dire les difficultés que le travail occasionne et les souffrances qu'il impose. La sublimation nécessite une organisation du travail. Également, l'institution, l'organisation sont convoquées dans leur dimension de contenance, puisque l'équipe, pour elle-même pouvoir être contenante, pour pouvoir porter les patientes, les patientes et les patients, pardon, a besoin de pouvoir être elle-même portée par une enveloppe institutionnelle et un cadre institutionnel, à l'image un peu des poupées russes. Donc c'est peut-être pas anodin. On disait que ça avait émergé il y a 3 ans. Alors certes au décours de l'occasion d'un colloque, mais c'est apparu aussi dans un moment dans une période de grands changements organisationnels dans notre institution. Changement toujours, peut-être éternellement à l'œuvre, comme dans toute institution, et puis dans un contexte général on peut faire l'hypothèse que ça ne va pas s'arrêter là. Et enfin, avec Jacques André, rappelons que plus qu'une autre, la question du contre-transfert est indissociablement théorique et pratique. C'est par excellence la question que la pratique impose à la théorie. C'est bien l'énigme posée par nos éprouvés, issue de la pratique, qui nous a imposé, d'une certaine façon, une démarche réflexive et qui nous a conduit à des hypothèses cliniques. Elle ne constitue en rien une grille de lecture prête à l'emploi de nos éprouvés, mais bien des fils élaboratifs à tirer et à tisser collectivement au service du soin, et donc au service de nos patients, petits et grands, que nous pouvons supporter de haïr, parce que nous les aimons, comme disait Mona. C'est à cette condition que nos contre-transferts négatifs peuvent constituer un levier thérapeutique. Voilà. Merci beaucoup.